tout le monde. Bienvenue à la librairie du Contretemps. On est ravis d'accueillir cette soirée autour de ce livre, Le Petit Guide du genre. Comment et pourquoi le genre nous impacte tous, et de recevoir donc Arnaud et Johanna. Johanna, tu es docteur en sciences de l'éducation et tu es chercheuse associée au laboratoire de l'Université de Bordeaux. Tu travailles sur le sexisme, la violence de genre, les discriminations. Tu as publié des ouvrages sur la monoparentalité, l'enseignement scolaire. Et Arnaud, tu es docteur en sociologie, chercheur associé à ce même laboratoire. Et tu travailles sur la question de genre, de santé et de discrimination. Et donc vous venez de publier ensemble ce petit guide chez First Edition. Donc c'est des éditions qui ne publient que des petits livres comme ça, des condensés en fait de la vulgarisation scientifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est venu ce projet, comment vous avez été amené à travailler sur ce projet, et quel est le but de ce petit guide en fait, quelle est la finalité de ce livre? L'histoire, elle remonte à cette librairie. J'étais venue t'écouter ici même, et on a vu ces éditions, et Arnaud me dit il faut qu'on publie sur c'est ce format qu'il nous faut. C'est la phrase que je vous prononce toutes les semaines, il faut qu'on publie. Et oui, souvent je freine, là j'ai dit chiche. et puis aussi dans notre constat qui était, il y a énormément de polémiques sur la question du genre. On le voit, moi j'étais au ministère, j'ai mené les AVCD de l'égalité, j'étais au cabinet de Vincent Payon à ce moment-là, en 2012. Et donc on a vraiment caché ce genre, on ne saurait voir. Et par conséquent, c'est plutôt les anti-genres qui ont raconté leur histoire, une histoire complètement fallacieuse, inventée de toutes pièces. Et il y a aussi une deuxième chose qui est concomitante, dans la mesure où ces questions ont été davantage rendues visibles. La question définitionnelle, beaucoup d'acteurs de terrain, notamment dans l'éducation nationale, disent mais nous, on veut bien travailler sur des questions de genre, mais seulement on ne connaît pas les termes, etc. L'origine aussi du livre, alors en fait il s'avère que en concomitance, les éditrices nous ont appelés 2 semaines après que l'on se soit dit que c'était le bon format et la bonne édition. Donc voilà, c'était vraiment l'alignement des planètes. Et on avait aussi envie avec Johanna, c'était la première fois qu'on a cette envie-là, de vulgariser nos travaux. Alors on le fait par ailleurs, quand on médiatise, quand on fait des formations. Mais là, ce petit format, engagé aussi par l'idée d'un petit prix qui va avec le petit format, nous enthousiasme beaucoup, parce que notre public, c'est aussi un public d'étudiants, un public de gens qu'on va former, et donc pas forcément des professeurs des universités qui ne voient pas de problème à dépenser 45 €. Voilà, à chaque fois qu'ils veulent un gars, on a divisé le prix par 10, ce qui est en effet 10 fois moins cher. Du coup, puisque vous en parlez, effectivement, on part, ce petit guide, c'est un peu un retour aux bases, en fait, en partant des définitions de quoi on parle, parce que c'est vrai que quand on parle du genre, on entend, tu disais depuis quelques années, un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous lancer dans cette petite définition du genre pour commencer les discussions? On a 2 heures. Ouais. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'en nommant les choses, on est obligé de catégoriser. Et c'est l'un des défauts, c'est à la fois les qualités de cet ouvrage, mais c'est aussi le défaut. Donc quand on nomme, on catégorise, et donc par conséquent, une définition du genre, elle est quand même relativement large, importante. Ça va justement des questions d'égalité, de femmes, des questions des luttes LGBT, la question trans, donc ça traverse à la fois les questions de sexisme, d'homophobie et de transphobie, pour le dire très rapidement, et je vais laisser Arnaud compléter. La difficulté de définir le genre, au-delà du fait que tout le monde le définit à sa façon et qu'en fait la primauté médiatique est aujourd'hui donnée aux opposants, donc la théorie du genre, l'idéologie du genre, le lobby du genre. Au-delà de cette difficulté-là, c'est que le genre est traversé, d'abord c'est un objet d'étude, donc comme tout objet d'étude, il est traversé par plusieurs controverses. La première, elle est thématique, on travaille sur les personnes trans, ou les personnes LGBT, ou les femmes, ou les féministes, ou les violences faites aux femmes, c'est déjà pas la même chose, vous voyez. Et pas toujours avoir les mêmes histoires, à la fois théoriques, de pensée, les mêmes outils. Deuxièmement, ce sont des champs d'application, le genre. Et le genre en santé, c'est pas tout à fait le genre dans l'espace public. Et le genre dans l'espace public, c'est pas tout à fait le genre dans l'éducation. Et quand bien même on dirait le genre dans l'éducation, le genre dans l'éducation pour des élèves de primaire, c'est pas le genre dans l'éducation thérapeutique. Donc,
C'est un objet polysémique en termes d'opposition, en termes de champ d'études, et puis aussi c'est traversé par des courants de pensée. Donc on a une tradition féministe, également matérialiste, qui va définir le genre comme un rapport de domination, comme des inégalités. Fatalement c'est ça. Je ne connais pas d'espace où le genre n'est pas inégalitaire. Alors qu'au départ, Anne Oakley, quand elle définit le genre, ça a été la première à employer le terme de gender, elle parle dans sa définition, elle est uniquement que sur la question du sexisme et sur des rapports de pouvoir homme-femme. Donc il a évolué. On fait également le pari. Comme c'est un concept et un outil, il tendra également à évoluer. Peut-être que dans 10 ans, on donnera une autre définition que celle-ci. Donc la définition, elle sera toujours imparfaite. En tout cas, on a refusé de le comparer comme ça se faisait de manière assez grossière il y a une dizaine d'années à la question du sexe biologique, etc. Parce que là, à ce moment-là, on recrée d'autres normes, d'autres catégories et surtout, on rebinarise la question du genre. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, ça pourrait s'appliquer presque comme les classes sociales. Par exemple, ça pourrait être un système de classes. Et justement, vous dites non parce que ce serait incomplet en fait Oui. de faire ça. Et vous dissociez le sexe biologique et le genre en fait. Tout en les opposant pas non plus. Ouais. En réalité, si on dit que le genre, ce sont des classes de sexe, on rejoue l'idée de la domination et la binarité. Or, on sait que c'est ça, et on sait aussi que le genre, c'est des expériences. C'est-à-dire, c'est du quotidien, c'est de l'interaction, c'est comme ça, des petits soubresauts, de l'incertain. Et on sait aussi que c'est pas matériel le genre, c'est aussi plein de représentations qui tombent à un moment très matériel. Donc si on prend pas tout ça en considération, on n'a pas de truc. Donc il faut tout prendre en considération. Et pour preuve, il y a 20 ans, dans les luttes féministes, les féministes ne voulaient plus entendre parler de la question du genre parce que ça venait euphémiser la question de la lutte des sexes, des classes, etc. Et 10 ans après, on est arrivé sur quelque chose, au contraire, le genre comme quelque chose de dangereux, avec la question du bouddhisme, des islamo-gauchistes. D'ailleurs, j'avais écrit que je dédiais cet ouvrage aux féminazis, aux lobbies LGBT, aux islamo-gauchistes et à ces terribles wokistes. Donc, on voit bien qu'à la fois, c'est quelque chose de central dans toutes nos sociétés. Il n'y a rien en dehors du genre, quelles que soient les sociétés. Et d'un autre côté, il évolue et il peut être à la fois une figure repoussoire comme une figure d'identification. Et comme rien n'échappe au genre, le sexe, Judith Butler l'a dit avant nous, c'est déjà du genre. Parce qu'en fait, pour dire le sexe des personnes, pour catégoriser, il faut avoir des imaginaires de catégories de genre, qui renvoient au féminin, ce qui renvoie au masculin. Donc par conséquent, il n'y a pas d'espace, y compris le sexe, qui ne serait pas du genre. Et ce qu'on montre aussi, c'est que la sexualité aussi, c'est du genre. Parce que les imaginaires de la sexualité, les projections de la sexualité, les politiques publiques de sexualité, elles s'appuient sur des catégories de genre. Bref, il n'y a pas d'espace en dehors du genre, et le genre est premier, le genre est total. Le genre, il est hyper puissant, à la fois dans ce qui fait de mal et ce qui permet de levier d'émancipation. Moi, c'est quelque chose de méta en fait. Le genre, c'est l'air pour respirer. Tu nous enlèves le genre, il y a quasiment plus de rapports sociaux. Parce que tout est perfusé par le genre. Mais on pourrait dire pareil pour l'économie, la classe sociale. Voilà, ce sont des rapports sociaux tellement structurants qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et par contre, une chose qui pourrait être actrice un peu, c'est la production de discrimination et de violence qui s'appuie quand même sur ce système de classification. Ça, c'est quelque chose de matériel, concret. Mais c'est là pour la peine, on est sur des pratiques. Autant le genre, c'est pas nécessairement une pratique, on est sur un concept et sur quelque chose qui va nous structurer ou nous déstructurer en fonction. Autant sur la question des inégalités, des violences de genre, des violences faites aux femmes qui sont aussi des violences de genre. Là, on est sur une pratique concrète. Et on est sur une conséquence de ceci. Et on a eu beaucoup de questionnements, vraiment des discussions qui étaient très intéressantes. C'est-à-dire que la question du genre, elle est pas la question de l'égalité, elle n'est pas totale. La question de la classe sociale, elle n'est pas totale non plus. Parce qu'on peut être une femme pauvre avec un compagnon ouvrier ou une compagne ouvrière et être victime de violences conjugales également. Le fait d'être une femme n'est pas quelque chose d'absolu parce que je peux être une femme cadre supérieur. Par exemple, je pense à une ministre et menacer un journaliste homme. Donc en fait, il y a des effets de genre, des effets de classe, des effets d'origine réelle ou supposée qui s'entrecroisent. Et d'ailleurs, on n'a pas volontairement, alors là aussi ça a été une discussion importante,
parce que c'est la question que tu allais certainement nous poser, donc j'y réponds avant. La question de l'intersectionnalité, dont on a fait une très grande définition, donc glossaire, et on n'a pas fait de partie dédiée parce qu'on ne se sentait pas légitime pour parler de questions intersectionnelles, alors que pour nous c'est un concept extrêmement puissant. Ce qui fait que c'est un livre forcément frustrant dans sa taille, hein, puisqu'on ne peut pas parler de tout. Et quand on essaie de mettre du genre partout, eh bien, on égrène le genre à des endroits précisément où il y a des résistances. C'est-à-dire, non mais ça, le genre on ne peut pas le dire comme ça, on ne peut pas le définir comme ça. Bref, c'est un livre qui semblait rassembleur et qui ne sera peut-être pas tant que ça. Là où en tout cas on se rassemble, c'est que le genre ce soit à chaque fois des violences et des inégalités. C'est la question des conséquences en fait. On a voulu l'expliquer en termes de conséquences et de violences systémiques, et également symboliques, quoi qu'il en soit, et également effectuer un glossaire pour avoir une petite boîte à outils pour les personnes, notamment l'éducation nationale, n'est-ce pas Sandra, mais qui sont très souvent perdues. On a également beaucoup d'équipes éducatives qui sont vraiment de très bonne volonté, mais qui ne connaissent pas les termes. On a aussi d'ailleurs, dans ces différents embranchements, travaillé la question du continuum, puisque tout est relié par la question du sexisme, que ce soit l'homophobie, les homophobies, il n'y en a pas qu'une, les questions trans ou les questions non-binaires, et précisément sur la base des normes à la fois binaires, hiérarchisées, naturalisées, que l'homophobie et que la transphobie se structurent. Et donc, dans le chapitre qui porte précisément sur les discriminations et les inégalités, on insiste sur au moins deux choses. La première, c'est cette idée de continuum. On commence par ça. Deuxièmement, que ces discriminations, ces inégalités, elles peuvent être chiffrées, quantifiées, on peut prendre des tableaux Excel à l'infini, mais elles se jouent aussi dans des petites choses microscopiques. En ce sens, le genre il est très relationnel. Quand on se dit bonjour le matin, c'est déjà du genre. Dans toutes les interactions du quotidien, il y a du genre. Ce qui fait que pour certains et certaines, le genre c'est une menace, et que pour d'autres, le genre c'est de la légèreté. À ce point de légèreté qu'ils n'ont pas à y penser. Les hommes et les hétérosexuels ne se posent jamais la question de leur hétérosexualité et de la masculinité. On se présente pas en disant bonjour, je suis hétérosexuel. Et vraiment cette dissymétrie entre la menace et la sanction. Et de l'autre côté, la légèreté et la pensée, là c'est une nouvelle mesure aussi du genre. Certains ont le privilège de la légèreté. Pourtant, c'est un peu ce que vous dites dans le livre, c'est qui a peur du genre. Et c'est plutôt ces catégories sociales-là qui font de la résistance aussi. Enfin, vous parlez de backlash, je crois que vous employez le terme, justement, par rapport à toutes ces questions-là, où il y a eu beaucoup de progrès sur le papier, dans le droit français, dans les institutions, qui font qu'il y a une inégalité de fait. Alors, sauf pour sur la question de la transidentité, encore. Ouais, les questions intersexes. On est plutôt positif sur l'évolution de la société, et même dans les mentalités, la société dit que la société c'est quand même ouverte, que beaucoup de personnes se sont ouvertes sur ces questions-là, mais que pour autant, par exemple, les violences homophobes, par exemple, ont augmenté. Du coup, comment vous expliquez ça? Sur la question de la visibilité, dans la mesure où la question des minorités de genre maintenant sont davantage visibles, et donc par conséquent, il y a des résistances encore plus organisées de l'autre côté. Parce que jusque-là, elles étaient beaucoup moins visibles. La question des personnes trans, des homosexuels, il y a la marche des fiertés, donc on les voit de manière très importante, très visible. Également dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, et donc par conséquent, c'est tout à fait logique dans les mécanismes qu'il y ait des résistances fortes. C'est la dialectique habituelle. Après, il y a aussi une deuxième chose, quand on perd ses repères. Donc on est dans une société qui se délite avec une crise mondiale, et bien les stéréotypes, ça permet aussi de rassurer. On oublie aussi de dire que les stéréotypes de genre, ce sont des prêt-à-penser qui permettent d'aller à l'essentiel et d'être rassuré. Donc par conséquent, le fait qu'il y ait des mouvements réactionnaires en lien très fort avec les stéréotypes de genre paraît tout à fait, on va dire, attendu. Pour autant, ce qui se passe aussi, et avec les réseaux sociaux, c'est la question de ces violences qui sont par contre organisées, comme les guet-apens pour les gays, et avec des violences encore plus paroxystiques que ce qu'elles étaient auparavant. Dans l'introduction, on note un paradoxe. Donc on s'appuie sur
les travaux notamment publiés par la Commission nationale de protection des droits de l'homme et qui mesure un indice de tolérance. Et en fait, ce que montre Vincent Tiberi, c'est que, grosso modo, les Français sont tolérants. Plus chez les jeunes que chez les vieux, mais il y a de la tolérance. Ça s'effrite un peu du côté du racisme, mais le niveau de tolérance est plutôt haut, voire même sur une longue période, il augmente. Alors, comment on peut se dire que la tolérance augmente, que les droits augmentent, ou en tout cas qu'ils se stabilisent en France, hein, on n'est pas... Il y a des menaces, hein, on est d'accord. Elles sont à notre porte. Hein, voire même, il y a des propositions de loi qui sont tout à fait effrayantes. Ce que je veux dire par là, c'est que des lois qui se stabilisent, voire qui augmentent, donc de la protection juridique, de la tolérance qui semble augmenter, et des discriminations qui se maintiennent et des violences qui augmentent. Et là, il y a un paradoxe. Comment on peut être plus tolérant et plus violent? On a une réponse des préjugés, des stéréotypes, du côté en effet des réactances. Mais on a aussi un effet statistique. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plus de gens homophobes ou sexistes pour qu'il y ait plus d'homophobie ou plus de sexisme. Il suffit que les peu qui restent homophobes et sexistes soient beaucoup plus violents, même s'il y en a peu statistiquement, pour que la violence rejaillisse sur plus de monde. Plus organisé, plus structuré. Plus de relais médiatiques aussi. Plus de relais médiatiques, des discours, enfin tous les enseignants le savent. Il suffit d'un élève pour que les 30 autres pâtissent d'une mauvaise ambiance dans la classe. On ne sait pas le nombre qui fait la sanction. Et puis, il y a ce que justement Vincent Tiberi appelle dans son dernier ouvrage sur la droite, le conservatisme. Il y a un conservatisme d'ambiance qui passe notamment par les réseaux, par les médias. Hein, donc des médias institués qui donnent la parole régulièrement, très régulièrement, à des sexistes, des homophobes, des transphobes, et ça infuse. La chaîne de désinformation continue, que je ne nommerai pas, qui est la première chaîne d'information en France depuis quelques mois. Et le premier hebdomadaire, c'est un hebdomadaire extrême droite. Bon, donc on est sur un conservatisme d'ambiance qui fait que qu'est-ce que peut le droit face à ça? Protéger peut-être, mais dans l'expérience quotidienne des personnes, la fragilité demeure. Alors, j'ai l'impression que, justement, tu mentionnais les États-Unis où il y a quand même je ne sais pas si des lois sont déjà passées. Est-ce qu'il y a ces mouvements-là qui peuvent émerger? Est-ce que ça peut aller vite? J'ai l'impression qu'en France, ça se centre beaucoup sur la question de la transidentité, sur les polémiques autour des jeunes trans, par exemple. Je peux répondre, étant donné que j'étais de 2012 à 2014 sur une délégation ministérielle en charge en partie des ABCD légalité. On a vu des mouvements réactionnaires et extrêmement puissants, organisés, se former, et avec une terreur de l'éducation nationale. On était terrorisés. Et donc les deux ministères, l'éducation nationale et l'égalité, avaient interdiction d'employer le terme de genre. Donc parfois les choses peuvent complètement s'embraser sans même qu'on puisse s'y attendre et les maîtriser. En tout cas, ce qui était aussi intéressant, et je m'en suis aperçue après, quand on a parlé de genre, parce que je me suis quand même demandé, quand j'étais plus dans ce ministère, est-ce qui vraiment avait coincé? Et sur la question trans, c'est la même aussi, c'est la question de la famille. En fait, si on part de la question du genre, ça va poser le fait que la famille est une construction sociale avec des valeurs auxquelles on peut adhérer ou pas. Et en fait, ça fait éclater la notion de famille avec un père, une mère. Et la question trans, elle traverse aussi la question de l'enfantement et de la famille. Et pour moi, c'est peut-être ce qui a donné le plus matière à polémique, on va appeler ça des polémiques, à des crispations importantes. C'est comme la famille, elle est centrale, et puis il y a une figure de la famille, c'est l'enfant. Et la monoparentalité, le PACS, le mariage pour tous, la transidentité aujourd'hui, la figure qui est mise en avant, celle qui semble la plus meurtrie par ses évolutions sociales, la plus affaiblie par ses évolutions sociales, c'est l'enfant. On disait lors du mariage pour tous, mais un enfant ne pourra pas être éduqué par deux mères ou par deux pères, et là on le dit sur les transidentités, un enfant ne sait pas ce qu'il fait, donc par conséquent ne pas l'écouter s'il change de genre. Donc ces idéologies du genre qu'on a présentées comme telles, seraient des armes contre les enfants, c'est-à-dire contre ce qui est pur, neutre et naturel. L'idée de la nature est incarnée par l'enfant, et l'enfant est la figure dans les familles qui sont attaquées
par ces idéologies. Aujourd'hui, le genre ou les questions trans, mais hier le féminisme. Hein. C'était les mêmes questions avec l'augmentation des situations de monoparentalité dans les années 80. Hein. Ce que mettait en péril la monoparentalité, c'était l'enfant qui ne pouvait pas être rééduqué par une femme seule. En fait, c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes arguments, c'est pas les mêmes sujets. D'ailleurs, on voit que les pétitions signées contre le mariage pour tous et contre les droits des mineurs trans sont signées par les mêmes personnes. Donc, notamment, ça veut dire que la différence des sexes, cette idée de la naturalisation, de la différence des sexes, donc du couple hétérosexuel, reproductif, ici, mais... On entend encore aujourd'hui le sexe opposé. Hein. Et donc il y a cette idée voilà, de l'enfant, hein, comme si on mettait à mal l'enfant avec la question du genre, qu'elle soit la question féministe, la question trans, la question de la monoparentalité ou de l'homosexualité, ça c'est très flagrant. Et ça crée des obsessions. Et là, ce qui se passe avec Trump, c'est qu'ils en deviennent obsessionnels. Les opposants en sont à un stade d'obsession. 4 décrets en une semaine au moment où Trump est élu, 4 décrets sur la question trans, c'est 1% des gens, les personnes trans, il ne faut pas s'en occuper, hein, je vais le dire, mais 4 décrets, c'est obsessionnel. Hein, donc voilà, si vous avez un doute sur où se situe la maladie, elle est bien du côté des anti-genres. Parce qu'ils ne font qu'en parler. C'est toi qui écris, il y a plus d'anti-wokistes que de wokistes. Oui, je te fais traiter de wokiste. Il y a à peu près 60 millions d'anti-wokistes et jamais de wokistes tellement identifiés. Donc c'est quand même aussi intéressant dans les débats. Mais même sur la question familiale et de l'enfant, je ne citerai pas la ministre qui, la semaine dernière, a quand même déclaré le gamin de 14 ans qui a tué sa surveillante. Et elle a dit, je cite, pour fermer les guillemets, qu'il n'était pas dans une famille à problème, il avait ses 2 parents qui travaillaient. Et donc il travaille beaucoup sur les violences intrafamiliales. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a que les parents qui ne travaillent pas. Moi, je saurai la prochaine fois. Je refais une enquête. Je poserai d'abord la question du statut matrimonial et patrimonial des parents. Comme ça, au moins, j'écarterai une grande partie des facteurs de risque. Mais donc, on est encore et toujours autour de cette question et de la sacralisation des enfants, un papa, une maman, travail, famille, patrie. On est vraiment sur ces questions-là. Mais il y a une différence entre la question des stéréotypes, où on doit reproduire des mécanismes de discrimination, de stéréotypes de genre, tous et toutes, et la question des pratiques violentes, anti. Et c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Sur le fait de parfois, il y a des lois qui vont enlever quelques libertés. Ça va enlever quelques petits privilèges, etc. Je peux à la limite l'expliquer, le comprendre, ça c'est autre chose. Mais je peux l'expliquer sociologiquement dans les mécanismes. Là, le mariage pour tous, ça n'a rien enlevé à personne. La question de ne pas mégenrer un enfant, ça n'enlève aucun privilège non plus. Donc ce sont des choses sur des représentations extrêmement, et là j'emploie le terme vraiment anthropologique archaïque, et qui font qu'il ne faut pas que la société bouge dans ces valeurs-là. Or, la société, elle doit évoluer, parce que sinon, de toute façon, si on n'évolue pas, on est aussi voué à notre perte. Avec cet amalgame, hein, propos de durcissement des positions entre sexisme, homophobie et racisme. Les statistiques le montrent, les personnes les plus sexistes et les plus homophobes sont les personnes les plus racistes. Donc, bon, là, on a une compilation des chiffres qui est assez parlante. Et ce qui donne lieu à du nationalisme. Les partis les plus nationalistes sont aussi les partis les plus sexistes et transphobes. C'est-à-dire qu'il faut de la frontière, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde du genre, il ne faut pas que ça déborde de la norme, il ne faut pas que ça déborde des frontières. L'illusion d'un comme avant, l'illusion d'une pureté, d'une neutralité, d'une naturalité de la nation comme de l'enfant. Pas touche. Par contre, ce qui est paradoxal, en effet, quand on écoute les discours de Trump, ils sont excessivement genrés. Excessivement. Et donc, oui, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre le genre le légitiment encore plus que pour les personnes. Nous, on est plutôt sur un assouplissement ou une norme de genre. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans la dernière partie. Le droit d'expérimenter, le droit de se tromper, d'essayer de nouvelles choses par rapport au genre, et de jouer avec. Et
de lâcher un peu ce carcan aussi que la société nous impose. On a intitulé un encadré le droit à l'erreur du genre. Oui. On a le droit de se tromper. On a le droit de pas savoir. On a le droit d'être sûr et de plus l'être. Alors ça marche pour tout le monde, c'est ça qui est fou. C'est que pour les cisgenres, il n'y a pas de problème. Il faut être sûr, et quand on est sûr, tout le monde applaudit. Pour les transgenres, dès qu'ils sont sûrs, tout le monde dit « Ouh là là là, pas trop vite ». Bon, alors peut-être que la solution, c'est pas la certitude du genre, puisque d'un côté ça crispe, et de l'autre côté, ça crée des normes ou des préjugés. Peut-être que la solution, c'est à l'inverse, l'incertitude du genre. Qu'on assume complètement, qu'on passe notre vie à y aller à tâtons. Je grandis, je change de genre, parce qu'on n'est pas la même fille, pas le même garçon, pas la même personne non binaire à 8 ans qu'à 18 ans. J'ai un accident de vie professionnelle, de santé, je change de genre. J'ai pas la même masculinité. Alors, la sociologie du cancer l'a bien montré, un homme qui a un cancer de la prostate, c'est pas le même homme après. Ça veut dire que c'est un homme différent. Il est pas radicalement différent, mais c'est pas tout à fait le même. Un couple qui a un enfant, peu importe la forme de couple, mais ils n'ont pas la même masculinité, la même féminité, parce qu'il y a une personne qui est arrivée dans la famille. Le vieillir, ça change le genre. Et donc par conséquent, on y va toujours à tâtons. On ne sait jamais où ça atterrit le genre. Et on est tous concernés par ce droit à l'erreur du genre. On a le droit de se tromper. Et en fait, ça soulève quand même plein de monde. Je pense notamment à ces personnes trans avec qui on va dire « mais tu surjoues la masculinité, tu surjoues la féminité ». Bah oui, j'y vais à tâtons, je sais pas, j'ai pas été socialisé comme ça, toi t'as eu toute ta vie pour apprendre que c'était qu'être une femme, bah moi, donc oui, j'y vais, je me trompe. Mais bon, ça marche pareil pour les gays et les lesbiennes. Il est trop efféminé, il est trop masculine, bah oui, il y va à tâtons, c'est un tâton qui peut durer 10 ans, 15 ans, 3 jours, on s'en fiche. C'est ces filles pas masculines, c'est ces filles ou ces femmes qui décident de pas avoir d'enfants, ou qui ne peuvent pas en avoir, et puis qui changent d'avis. Et d'emblée, d'un coup, d'un seul, le genre concerne tout le monde parce que c'est une pratique de liberté. C'est ça.